J'ai demandé aux milliers de membres de mon serveur Discord de me partager leur processus de réflexion sur la même position. J'ai lu tous les retours et il en est ressorti 3 catégories de joueurs. Laissez-moi vous présenter cette immersion dans le processus de réflexion d'un amateur, d'un joueur de club et d'un maître aux échecs. Bon, qu'est-ce que je peux faire ici? J'attaque son pion comme ça en F5. Peut-être que je peux ramener ma tour pour attaquer encore plus son pion. Et peut-être comme ça, après, je vais pouvoir manger son pion. En plus, ma tour ici, après, elle pourra venir là, ici, et peut-être manger le pion comme ça, ici, en A2. Ça a l'air pas mal, ça. Mais peut-être que je peux pas faire échec et mat, là. Peut-être que je peux faire échec et mat, ici. Peut-être mettre mon fou comme ça, ici, là, sur cette diagonale. Et après, j'ai l'impression, peut-être, je vais pouvoir mettre ma dame ici, et mettre ma dame là, là. Et c'est échec et mat, j'ai l'impression. Ça a l'air pas mal aussi. Ah, je sais pas. Mais peut-être je peux aussi mettre mon fou ici, là. Parce que ma dame, elle attaque son cavalier. Et il défend quand même. Peut-être je peux mettre mon fou, j'attaque encore plus son cavalier. Et s'il mange le pion, moi je mange le cavalier. J'ai gagné ici. J'ai gagné la partie, là. Ça a l'air pas mal aussi. Ah, mais du coup, en fait, il attaque le pion ici. Il attaque 2 fois. Moi, je défends combien de fois? Ah, je défends qu'une fois. Ah, peut-être que je peux jouer mon fou là, peut-être. Je mets mon fou ici, peut-être. Je défends le pion. Comme ça, il attaque 2 fois. Moi, je défends 2 fois. Ça a l'air d'aller. Mais... Ah, mais c'est vrai qu'il y avait ce pion aussi. Ah, mais ce pion, il menace mon pion comme ça. Ah, mais si il mange... Ah, mais s'il mange... Après, je mange... Ah, il peut manger comme ça. Ah ouais... Peut-être qu'il faut que je défende ce pion, en fait. Comment je peux défendre ce pion? Peut-être je peux mettre ma tour ici, défendre le... Peut-être je peux mettre ma tour ici, je défends le pion comme ça. Comme ça, s'il mange, je peux manger de la tour. Ah, ça m'a l'air pas mal. Je pense que je vais jouer ça. La tour ici. C'est quelle case? F6. Bon, déjà, je vais vérifier les coups forcés, là. Il y a quoi comme coup forcé? Échec, prise, menace. Dame prend G3, peut-être. Prise, échec. Ah non, mais il y a fou prend G3. Non, mais il n'y a pas de coups forcés qui sont super ici, je pense. Bon. Peut-être que je vais déjà compter ici le matériel. Bon, je vois que j'ai 2 fous, il a aussi 2 fous. Ah, moi j'ai 2 tours et la tour cavalier. Donc j'ai quand même une qualité en plus ici. Ah, donc j'ai plus de matériel en fait. Assez intéressant. Après au niveau de la position, moi ces 2 pions blancs là, je les trouve super embêtants. Ils ont l'air vachement dangereux. Avec sa tour en plus qui surveille la colonne F, j'aime pas du tout ça. Puis au niveau de mon roi, je le trouve un petit peu en danger parce que j'ai l'impression qu'il peut prendre ici. Il prend, ça a l'air dangereux quand même. Non, mon roi est en danger. Et au niveau de la structure de pion, je vois que j'ai un pion isolé ici en D4. Ouais, ok. Bon. Ouais, c'est pas clair, hein. Bon, après, ce que je vois, franchement, c'est que son dernier coup qu'il vient de jouer, c'est Dame D3. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Dame D3? Est-ce qu'il veut attaquer mon pion A6? Non, je pense pas, parce que mon fou, il défend déjà le pion A6. Donc c'est peut-être cette diagonale qui veut viser plutôt celle-là. Là. Ah, mais il menace de prendre en fait en G6. Parce que s'il prend en G6, je reprends, il reprend. Et après, il va faire échec et mat en G7. C'est super dangereux, ça. Ah, il faut vraiment que je trouve un moyen, en fait, d'empêcher qu'il me prenne le pion en G6. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux jouer G5, mais j'ai l'impression que ça m'aide pas vraiment de jouer G5. Je le garde dans mes coups candidats, mais j'ai l'impression que c'est pas terrible G5. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Si sa dame menace mon pion comme ça, peut-être qu'il faut que je lui échange sa dame. Peut-être mettre ma dame ici en C3, j'ai l'impression que c'est le mieux. Comme ça après je vais défendre mon roi, il pourra pas manger en G6, parce que je vais lui échanger sa dame. Dame C3, je pense que c'est le mieux pour bloquer sa dame et aussi permettre un échange des dames. Moi, je jouerai dame C3 ici. Ok, bon, on va compter le matériel. Ok, donc 2 fous, 2 fous. Ah, ok, j'ai 2 tours, il a tour et cavalier, donc j'ai une qualité en plus. Après, au niveau des pions, il a quand même un pion de plus, donc c'est pas si clair que ça. En plus, je vois que c'est assez chaud quand même. Il y a le pion en F5 qui menace F prend G6. Ça a l'air super dangereux. H prend G6, dame prend G6, je serais quasiment mat. Et bien sûr, j'ai pas trop envie de faire G prend F5 parce qu'il fait qu'il prend F5 et j'ai l'air d'être au bord de l'échec et mat. Ces pièces attaquent vachement, donc ça c'est pas bon. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je joue G5, mais bon, si je joue G5, j'aime pas du tout quand même le fait de lui donner ces 2 pions passés liés. Ça peut pas être bon stratégiquement, ça c'est pas possible. Mais comment je défends G6 alors?
Peut-être que je peux jouer roi H8, non, ça a l'air intéressant, roi H8 pour sacrifier le pion G6 au final. Parce que s'il mange, je mange. Et s'il fait dame prend G6, j'ai peut-être tour G8. J'évite le mat en G7, peut pas jouer dame F6 parce qu'il a fou prend F6, il doit reculer ici en D3, et j'ai quand même, peut-être, finalement, c'est peut-être moi qui attaque son roi, avec la dame, la tour qui menace comme ça. J'ai peut-être du fou D6 en plus, menacé ici fou prend G3, il a l'air vachement mal en fait, waouh. Vachement intéressant ce sacrifice quand même. Mais bon, je sais pas trop, parce que en même temps, sur roi H8, peut-être qu'il... Non, mais peut-être que je déconne là, j'ai l'impression. Parce que peut-être sur roi H8, il a juste fou prend D4 ici, échec. Je perds un pion. Ah là là, ça a l'air tendu quand même cette histoire. Hein. Est-ce qu'il y aurait quand même pas un truc plus simple que roi H8 hein? Roi H8, ça a l'air un peu bizarre quand même. Un truc plus efficace, plus simple, avec moins de calcul. Si mon roi il est si faible que ça, peut-être qu'il faut juste que j'échange les dames en fait. Peut-être jouer dame C3 pour échanger sa dame. Parce que s'il mange, du coup je peux ici manger en D3. Il n'a pas le temps de manger en G7 intermédiaire parce que il y a dame prend H7. Donc il devra faire C prend D3 et là je fais H prend G6 et j'ai l'impression que ça va. Et si de base il avait fait dame prend C3, sur dame C3 je fais B prend C3 et encore une fois j'ai échangé les dames, tout va bien pour mon roi. Donc j'ai l'impression effectivement qu'il doit jouer cette ligne, F prend G6, je prends, il prend, je prends. Et là, franchement, cette position, je vois pas trop le souci, je vois pas trop les compensations pour lui. J'ai l'impression d'avoir une qualité en plus. J'ai du roi H7, roi prend H6, le pion H6 qui m'a l'air un peu faible. Je domine ici son cavalier G3 qui peut pas trop s'activer, même si le cavalier vient ici en E4, j'ai quand même mon fou qui contrôle toutes les cases du cavalier. Son fou, il tape, il est bloqué par son propre pion, mes tours ont l'air actives. J'aime beaucoup ici la position des noirs, enfin, je pense que je suis vachement bien, il faut juste échanger les dames, hein, et finalement je résous mon seul problème qui est mon roi un peu faible. Ouais, je jouerai dame C3 ici. Alors, que peut-on retenir du processus de réflexion de l'amateur, du joueur de club et du maître? Je pense qu'il y a 4 choses principales à retenir. La première, c'est qu'on voit que l'amateur se concentre beaucoup trop sur lui et pas assez sur la menace adverse. Contrairement aux joueurs de maître, aux joueurs de club ou au maître. L'amateur ici, il a pensé à tour D5 pour attaquer le pion F5, il a pensé à fou B7 pour jouer dame C6 et peut-être essayer de mater ici en H1. Il a pensé même à tour D5 pour tour A5 et manger le pion en A2, bref. Il a pensé à beaucoup de choses offensives, mais il a même pas réfléchi une seule seconde à mais quelle était donc la menace de mon adversaire. Ici les blancs ont une énorme menace, ils menacent 2 fois le pion G6 qui est défendu qu'une seule fois, et si les blancs prennent le problème, si les blancs prennent, le problème c'est qu'on reprend, les blancs reprennent et après on se fait mater ici en G7. Le premier truc que du coup vous devez retenir, c'est faire davantage attention à la menace adverse. Le deuxième truc que l'on peut retenir de ces 3 processus de réflexion, c'est que on voit que l'amateur ne fait quasiment aucune analyse stratégique de la position, contrairement aux joueurs de club. L'amateur ici, il s'est concentré à se dire sur qu'est-ce que j'attaque, qu'est-ce qu'on m'attaque, etc. Mais il n'a pas du tout réfléchi de façon stratégique par rapport à la sécurité du roi, la structure de pion, l'activité des pièces, etc. Ce que le joueur de club, lui, a plutôt fait. Le joueur de club avait mentionné par exemple la faiblesse de son roi, il a mentionné la force de ses pions passés, il a mentionné la structure de pion en parlant d'un pion isolé ici en D4, mais par contre, là où le joueur de club a été moins efficace que le maître, c'est que le maître, lui, en général, il arrive automatiquement, très rapidement, à identifier l'enjeu stratégique prioritaire, qui était très clairement ici la sécurité du roi noir. Ce que le joueur de club n'a pas forcément fait. Par exemple, le joueur de club a mentionné la structure de pion en parlant du pion D4 qui est isolé. Ici, c'est très clairement un enjeu stratégique qui est extrêmement mineur comparé à la faiblesse du roi noir. Et donc là où le maître est un peu meilleur, c'est qu'il repère ça directement, ce qui est le plus important. Le troisième truc ensuite qui est peut-être important à retenir, c'est que le maître a été le seul ici à envisager un sacrifice du pion G6, ce que les joueurs à un niveau moins élevé font beaucoup moins, parce que on est en général très matérialiste quand on apprend les échecs au début. Et donc ce roi H8, avec l'idée de tout simplement donner le pion G6 gratuitement, mais en fait après, on va prendre la colonne G pour trouver du contre-jeu sur le roi blanc, ça c'était clairement une conception extrêmement avancée
auquel aucun joueur de club n'a pensé, contrairement au maître. Donc vous voyez, ce qu'on peut retenir de ces deux derniers points d'un point de vue stratégique, c'est que si vous voulez progresser, à un moment vous allez devoir monter en compétence en stratégie, et les stratégies les plus avancées, elles vont aussi très souvent consister à prendre du recul par rapport au matériel. Le matériel n'est qu'un seul élément stratégique, il en existe beaucoup d'autres, la sécurité du roi, la structure de pion, l'espace, l'activité des pièces, et plus on s'approche de la maîtrise, plus on comprend que il y a d'autres choses qui importent que juste le matériel. Et sinon, le dernier point qui ressort beaucoup pour moi, c'est qu'on a vu que l'amateur avait beaucoup de mal à anticiper plus d'un coup à la fois. Donc par exemple, à un moment, l'amateur il a fini par comprendre que le pion G6 était ici un petit peu fragile, et il a proposé le coup tour F6 pour défendre le pion G6, qui est bien sûr une grosse erreur, parce qu'en fait il y a cavalier E4 et le cavalier attaque la tour doit repartir, et on a à nouveau les mêmes problèmes au niveau du pion G6. Sauf que pour un amateur, c'est très difficile d'anticiper 2, 3, 4 coups à l'avance, et ça bien sûr c'est une grosse différence comparé aux joueurs de club, et ensuite par rapport au maître qui lui par exemple a pu anticiper 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref, beaucoup de coups à l'avance, vous voyez avec cette séquence jusqu'à fou D6, voilà, 4-5 coups à l'avance, ce que un amateur serait dans l'incapacité de faire. Alors bien sûr, anticiper 1, 2, 3 coups à l'avance, c'est pas forcément une priorité quand on débute, il faut déjà poser les fondamentaux, mais plus vous allez chercher à aller vers la maîtrise, plus ça va devenir indispensable de réussir à anticiper plusieurs coups à l'avance, parce que quand vous pouvez anticiper davantage à l'avance, vous pouvez aller voir plus loin ce qui va avoir lieu sur le coup que vous avez sélectionné, et ça forcément c'est un gros avantage que si vous naviguez un peu à vue. J'espère que ça vous a plu, cet épisode numéro 2 de un amateur, un joueur de club et un maître jouent aux échecs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis n'hésitez pas à rejoindre la communauté et à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. Le lien est en description ou en bio. C'est aussi ce qui pourrait vous permettre, en nous rejoignant, de participer au prochain épisode de ce format. Et d'ici là, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.